Bonjour, alors on a reçu plusieurs questions concernant la réglementation MiFID II. Alors on va y répondre avec plaisir, mais avant d'y répondre, on va juste vous donner un bref aperçu de ce que c'est que MiFID II pour ceux qui ne connaissent pas bien. Donc tout d'abord, on va regarder à qui s'adresse la réglementation, ensuite on va regarder que demande la réglementation, les trois produits durables selon MiFID II, et je vais vous montrer ce que fait le marché. Et ensuite, je répondrai à vos questions et je vous présenterai aussi le fichier EET, le European ESG Template. Alors déjà, à qui s'adresse MiFID II? MiFID II s'adresse à tous ceux qui vendent des produits financiers, quel que ce soit. Donc que ce soit des conseillers en investissement, comme des CGP, des CIF ou des PSI, des sociétés de gestion, des distributeurs, et puis aussi des producteurs de produits comme des banques. Et ça s'adresse à des clients institutionnels comme à des clients retail. Donc que demande la réglementation? Elle demande à tous ceux qui vendent des produits de pouvoir expliquer et d'abord comprendre ce qu'est exactement un investissement durable. Donc pouvoir expliquer à un client ce que c'est qu'un investissement durable. Et une fois qu'on est capable de l'expliquer, il va falloir questionner le client pour savoir si le client a des préférences d'investissement durable ou s'il veut effectivement que dans sa gestion, que la société de gestion ait pris en compte la durabilité dans sa décision d'investissement. Et une fois qu'il l'aura questionné, il va falloir l'orienter. Si jamais le client effectivement veut avoir des produits d'investissement durables, il va falloir lui vendre des produits A, B ou C en fonction de ses préférences. Et bien justement, alors qu'est-ce que c'est que les types de produits durables? Il y en a 4. Le produit durable A, B, C et puis le produit non durable, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas A, B ou C. Alors le produit durable A, c'est tous les produits, ces instruments financiers qui sont durables selon la taxonomie, c'est-à-dire qui ont un alignement à la taxonomie. Les produits durables B, ce sont des instruments financiers qui sont investis dans des activités durables au sens de la SFDR. Et les produits durables C, ce sont des produits financiers qui sont durables parce qu'ils prennent en compte les incidences négatives en termes de la durabilité, en termes de durabilité dans leurs investissements. Et donc, comment un conseiller en gestion de patrimoine peut savoir si les fonds sont durables A, B ou C? Eh bien, justement, avec le fichier EET que je vais vous montrer, les sociétés de gestion vont remplir un fichier pour effectivement dire si les produits sont durables et comment ils sont durables et quels sont les critères ESG qui sont pris en compte, etc. Voilà. Donc, si maintenant on regarde un petit peu ce que fait le marché, est-ce qu'il y a beaucoup de produits durables A selon la taxonomie? On voit que quand on prend les fonds article 8, il y en a 90% qui n'ont pas d'alignement à la taxonomie, ou en tout cas où l'alignement minimum à la taxonomie, ça sera 0%, donc on peut considérer qu'ils ne sont pas alignés à la taxonomie. Si vous regardez un petit peu les fonds de la place qui sont alignés à la taxonomie et dont on va dire qu'il y a un alignement supérieur à 20%, déjà c'est que des fonds article 9 et vous voyez que c'est très bas. Si on somme le total, peut-être qu'il y a moins de 10% des fonds article 9 qui sont réellement alignés qui ont un alignement à la taxonomie supérieur à 20%. Par exemple, il y a 1% des fonds article 9 qui ont un alignement entre 80 et 90% à la taxonomie. Alors maintenant, regardons le produit B. Le produit B, ce sont des investissements durables au sens de la SFDR. Et donc là, c'est pareil. Là, on voit déjà que les fonds article 9, il y en a à peu près 25% qui ont entre 70 et 80% d'investissements durables. Si on regarde les fonds article 8, on va considérer qu'il y a 35 plus 30, donc 65% des fonds article 8 ont moins de 10% d'investissement durable dans leurs fonds. Donc là encore, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'investissement durable dans les fonds article 8. Et maintenant, regardons si les sociétés de gestion ou les fonds prennent en compte les principales incidences négatives en ce qui concerne les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Donc c'est est-ce que la société a un impact sur l'eau, sur le réchauffement climatique, sur la pollution, etc. Et bien là, oui, on voit qu'il y a 85% des fonds article 8 qui prennent en compte ces impacts et il y a plus de 90% des fonds article 9 qui prennent en compte ces impacts.
Mais ces impacts sont très très larges et quand on regarde vraiment dans le détail pour savoir quels sont réellement les impacts qui sont pris, et bien là on voit que c'est très disparate en fonction des fonds. Par exemple, si on prend par exemple les armes controversées, et bien là on a à peu près 90% des fonds qui prennent en compte les armes controversées avant de faire un investissement. Par contre, si on regarde autre chose, par exemple la biodiversité, on voit par exemple qu'il n'y a que 60% des fonds article 8 qui regardent si leurs investissements ont un impact négatif sur la biodiversité. Et en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, en prenant en compte le scope 3, eh bien, il n'y a que 50% des fonds article 8 qui regardent les émissions de gaz à effet de serre, en incluant le scope 3. Donc maintenant, revenons un petit peu à vos questions. Donc les questions, c'était un petit peu, est-ce que, par exemple, si on a un investissement qui est déjà en cours avec un client, qu'on lui pose les questions de MiFID 2 sur la durabilité et qu'on voit qu'en fait les réponses aux questions ne conviennent pas par rapport aux investissements existants. Ben là déjà, vous devez prévenir votre client qu'il y a un mismatch entre les investissements qui ont déjà été faits et ses préférences. Et ensuite, potentiellement, il y a un choix à faire avec votre client de dire bon, ben, il faut rebalancer le portefeuille en fonction de sa taille. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas le laisser dans des investissements qui ne correspondent pas à ses préférences. Donc, on ne vous demande pas forcément de changer tout du jour au lendemain, mais en tout cas parce qu'il y a potentiellement trop de risques ou peut-être que ce n'est pas liquide, etc. Mais en tout cas, il y a une réflexion à avoir pour se dire de changer. Pareil pour les mandats existants, soit vous changez les mandats, donc c'est-à-dire que dans vos mandats existants, vous prenez en compte les préférences de durabilité que votre client veut que vous preniez en compte. Vous avez aussi la possibilité, dans le cas précédent, de reposer la question à votre client en lui disant là tu as répondu à ces questions-là. En fait, tous tes investissements existants ne prennent pas en compte la durabilité, par exemple. Donc, si tu veux qu'on ne change rien, il faut que tu dises que tu ne veux pas qu'on prenne en compte la durabilité. Sinon, nous, on peut pas te conseiller sur ces investissements-là. Si vous avez un client qui vous sollicite pour un produit, mais qu'après avoir répondu aux questions, vous vous rendez compte qu'il y a un mismatch entre la demande du produit et ses préférences en matière de durabilité, vous n'avez pas le droit de vendre le produit, que ce soit un fonds ouvert ou un fonds fermé. Donc c'est extrêmement restrictif. Par contre, si jamais votre client n'a pas de préférence en matière de durabilité, vous pouvez quand même lui vendre un fonds durable. Voilà, donc je disais c'est très restrictif et vous devez absolument suivre ces clients. Si votre client vous dit « je veux que mon investissement prenne en compte la pollution », vous ne pouvez pas lui vendre un fonds qui ne prend pas en compte la pollution. Donc pour savoir si les fonds prennent en compte la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, l'eau utilisée, etc., eh bien il y a un fichier qui a été développé qu'on appelle le fichier EET, le European ESG Template, qui va que les sociétés de gestion remplissent pour permettre aux distributeurs ensuite de filtrer par rapport aux demandes, aux préférences clients en termes de durabilité. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce fichier ensemble. Donc c'est un fichier qui est énorme. Il a 580 questions, toutes des questions qui concernent l'ESG. Là, je vous les descends juste pour le plaisir. Mais ne déprimez pas, elles ne sont pas toutes obligatoires. Par contre, c'est un vrai instrument de vente, dans la mesure où si vous êtes le seul à le remplir et qu'il y a un distributeur qui a une question très précise, que vous y avez répondu, potentiellement votre fonds va popper, va sortir en premier. Donc je vais vous montrer quelques questions que pose ce fichier. Il y a déjà des questions qui sont entre guillemets obligatoires, c'est-à-dire est-ce que par exemple ce produit considère les PAI, prend en compte les incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Est-ce que le produit prend en compte un minimum de la taxonomie? Pareil, est-ce qu'il prend en compte quel est le pourcentage d'investissement durable dans le fonds?
Et ensuite, il y a plein de choses sur qu'est-ce que c'est qu'un investissement durable. Est-ce qu'il prend en compte l'eau? Est-ce qu'il prend en compte les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il prend en compte le social? Est-ce qu'il prend en compte la différence entre les hommes et les femmes? Et là, potentiellement, vous devez mettre toutes ces indications-là. Par exemple, là, une question sur la biodiversité. Est-ce que l'investissement la stratégie d'investissement prend en compte les incidences négatives sur la biodiversité? Ou est-ce qu'il prend en compte l'utilisation de l'eau? Il y a aussi énormément de choses sur les exclusions. Vous pouvez potentiellement avoir des clients qui vous demandent, moi je ne veux pas être investi par exemple dans tout ce qui est le test animal. Donc là, il y a aussi ces questions-là. Est-ce que le produit exclut le test animal? Est-ce qu'il exclut l'alcool, le cannabis, les armes conventionnelles? Quelque chose qui est assez intéressant, c'est est-ce que par exemple il exclut l'énergie nucléaire? Donc si par exemple vous avez un investisseur qui ne veut pas investir dans l'énergie nucléaire, eh bien, si vous dites que, en répondant à la question 517, que vous excluez l'investissement dans les énergies nucléaires, eh bien, votre fonds pourra être éligible. Donc, il est extrêmement important de bien compléter ce fichier EET pour chacun des fonds, parce qu'il est fort à parier que les investisseurs vont avoir des préférences en matière de durabilité. Et ensuite, ils vont donner quelles préférences. Et donc, ce sera à vous de dire si vous prenez en compte certaines choses ou pas en répondant à ce fichier. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à notre newsletter pour recevoir des petites vidéos comme celle-ci toutes les semaines, n'hésitez pas à scanner ce petit QR code ou à le faire scanner par votre collègue si lui n'est pas abonné. Et on se fera un plaisir de vous envoyer une vidéo par semaine. Et ensuite, si vous voulez avoir accès à cette présentation, avoir accès au fichier EET par exemple, scannez ce code et vous aurez accès à un Google Drive et vous pourrez télécharger cette présentation et le fichier EET. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous poser des questions. On sera ravis de refaire une nouvelle vidéo. À bientôt.